ce qu'on transporte dans les soutes, c'est un truc de fou. Petit problème, avec retour en arrière, comprenant plus comment on fait. Et là, je me suis dit, waouh, c'est mal barré. Parce que c'est une population très particulière, les PNC. Et là, je sors de mon bureau, et là, je vois tout le monde qui avait été prévenu à droite, à gauche, et qui dit le Concorde s'est crashé. Il se cabre, et on est dans le siège, mais vraiment dans le siège. Et là, j'ai ma patronne qui m'appelle et qui me dit, au fait, Thomas... Eh ben, bonjour, bienvenue. Bienvenue pour ce deuxième épisode de podcast. Bon, j'ai toujours pas de nom. J'ai toujours pas trouvé de nom pour ce podcast, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on a un invité qui est hyper intéressant. On s'est rencontré avec Thomas. Donc, Thomas, bienvenue. Bonjour Malik. On s'est rencontré à bord. Moi, j'étais PNC et lui passager sur un vol. Et il a commencé à me parler de ses anecdotes, de me raconter un peu tout ce qu'il a vécu, entre guillemets. Et j'ai trouvé ça super, super intéressant. Donc, j'ai décidé de l'inviter pour le podcast. Donc, bonjour Thomas, je te laisse te présenter rapidement merci dans les grandes lignes. Merci avec grand beaucoup pour plaisir. l'invitation. Merci à toi. Oui, Thomas Lejeune. Donc, en fait, effectivement, j'adore tout ce qui est aviation. D'ailleurs, j'y ai travaillé pendant très longtemps chez Air France. Et c'est vrai que quand on a discuté ensemble... on a tout de suite sympathisé et puis on a un peu parlé d'anecdotes et de choses comme ça. Il se trouve que j'ai fait pratiquement 30 ans dans la compagnie et j'ai vu beaucoup de choses. Oui. Ouais. Alors raconte-nous un peu du coup ton parcours dans les grandes lignes justement. Par quoi tu as commencé chez Air France, les grandes lignes? Alors en fait, j'ai commencé chez Air France par la petite porte puisque je suis rentré chez Servair qui fait les plateaux repas, qui était une filiale d'Air France à l'époque. Et là, j'ai travaillé surtout dans la communication interne. Et au bout d'un certain temps, il se trouve que c'était le moment où on parlait du groupe Air France. Il y avait toute une volonté d'intégrer en fait les entreprises du groupe dans la logique Air France de la maison mère. Et c'est comme ça que, par chance, j'ai pu intégrer Air France pour entrer au service de la communication interne d'Air France. Puis après, j'ai évolué vers plein de choses. J'ai fait du projet, j'ai fait également de la communication pour les Amériques. Un grand moment, je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard. Je crois que c'est ta partie préférée même. Oui, ça a été vraiment un climax de ma carrière, même si les autres endroits étaient très agréables. Juste avant, j'ai fait aussi du fret. Et puis, j'étais sur la fin responsable de la qualité client d'Air France. Je dis sur la fin parce qu'en 2021, j'ai décidé de prendre le plan de départ volontaire pour voguer vers d'autres horizons. Voilà. D'accord. Et donc, si on revient à la base de tout ça, pourquoi tu avais choisi Servair et pas une autre entreprise Alors, je vais être très franc avec toi. J'ai absolument pas choisi Servair. Il se trouve que c'est l'occasion qui a fait le larron. Ok. Et pour aller jusqu'au bout, j'étais en train de rechercher un poste, parce que c'était mon premier poste. Et j'ai une personne que je connaissais qui m'a dit moi, j'ai postulé chez Servair en tant que responsable communication interne. D'accord. Et finalement, j'ai pas souhaité donner suite, mais si tu es intéressé, ils cherchent toujours quelqu'un. Et donc, je me suis positionné. Et le gros avantage, c'est que la personne m'avait donné pas mal d'infos sur ce qu'attendait Servair de la personne, ce qui fait que quand j'ai fait l'entretien, j'ai pu un peu sortir du lot parce que je savais exactement ce qu'ils attendaient. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Servair. Mais je ne connaissais rien de l'aérien et je n'imaginais pas une seconde que j'allais faire ma carrière après dans l'aérien. D'accord, tu n'avais personne dans ta famille qui avait fait de l'aérien de près ou de loin? Non, et je crois que j'avais pris l'avion que 2 fois dans ma vie avant. D'accord, ok. Donc tu n'avais même pas fait d'études en relation avec l'aérien. En fait, je crois que tu as fait HEC, c'est ça? Ah non, ça serait très sympa. Non, pas du tout. Non, moi j'ai fait du droit. Ok. J'ai fait du droit où j'ai été jusqu'à la licence. J'ai fait de la communication également, où là je suis allé beaucoup plus loin. Et finalement, c'est la communication en fait qui a pris le dessus. D'accord. Et c'est pour ça qu'après j'ai voulu aller sur la communication. Non, j'ai pas du tout fait HEC. J'ai fait l'Institut français de presse. Oui, j'ai fait des formations après. Ah d'accord, mais c'est moi alors pas diplômé. Mais tu as fait quand même des formations. J'ai fait des formations, oui, notamment HEC. D'accord, ok. Voilà. Et donc comment s'est passée la transition de Servair à Air France? Tu nous disais c'était toi, tu étais en contrat Servair. C'est ça. Et tu es passé chez Air France, mais tu étais quand même employé chez Servair, c'est ça? Voilà, en fait, c'était un peu... c'était les débuts. D'ailleurs, j'ai fait énormément de jaloux chez Servair parce que j'étais arrivé que depuis
3-4 ans chez Cervère. D'accord. Et j'ai eu cette opportunité chez Air France et je pense qu'il y avait 80% des gens de Cervère qui rêvaient d'aller bosser chez Air France. Voilà. Ok. Et donc de se dire, c'est le petit jeune qui a cette possibilité-là, évidemment, a fait des jaloux. Mais bon, c'est l'occasion qui a fait le larron. Effectivement, ça a été un petit peu compliqué parce qu'il n'y avait pas de passerelle dans ce sens-là. Il y avait beaucoup de passerelles d'Air France vers Cervère. Okay. Notamment le président d'Air France, de Cervère était à chaque fois un ancien ou un ex-DG d'Air France. D'ailleurs, il y en a un qui était mon patron chez Cervère, qui s'appelle Pierre-Henri Gourjon et qui après a été patron d'Air France de nombreuses années après. D'accord, ouais. Et finalement, c'était un peu compliqué parce qu'on m'a mis à disposition de Cervère vers Air France pendant, je crois, j'avais 3 ans ou 4 ans. Parce qu'il n'y avait pas du tout d'échange comme ça. Donc, c'est ce qui permettait de pouvoir y aller. Donc, j'avais un contrat, entre guillemets, Air France de mise à disposition par Cervère au début. Et puis après, j'ai eu la possibilité de régulariser et de devenir un vrai Air France. D'accord. Et quand tu es devenu justement, entre guillemets, un vrai Air France, quel était ton poste? Qu'est-ce que tu as occupé au début? J'étais à la communication interne. À la communication interne, ok. Oui. Et qu'est-ce que tu faisais Alors, je travaillais interne, j'imagine, mais en détail. Alors oui, je travaillais dans le service de communication interne pour s'occuper notamment du journal pour l'ensemble du personnel. Les employés, ouais. Et on avait un journal dont j'ai oublié le nom, je ne me souviens plus trop le nom à l'époque, Interligne, je crois. D'accord. Je ne suis pas sûr. Et en fait, j'étais chef de rubrique. Et j'avais plusieurs rubriques et donc je faisais le choix d'aller chercher les sujets, d'aller trouver les bonnes personnes, faire des interviews. Et puis, on avait aussi des journalistes qui nous accompagnaient, qui rédigeaient. Et puis après, on refaisait la relecture. Je regardais à nouveau si ce qui était dit correspondait bien à ce que la personne voulait. Évidemment, on avait la validation de la personne. Et voilà. Et c'était un journal qui sortait une fois par semaine. Ok, super intéressant. Et après, t'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça pendant, on va dire, 2-3 ans, 2 ans. D'accord. Et comme je venais justement d'ailleurs, ça a intéressé le responsable le responsable donc de la communication interne qui m'a dit mais moi j'aimerais bien que tu ailles un peu plus ailleurs, voir ailleurs comment ça se passe. Et je suis parti donc au fret, à Air France Cargo. Et là en prenant la communication interne et externe d'Air France Cargo. Ok, d'accord. Et je crois que tu m'avais dit que même au début, quand tu es parti sur la partie cargo, tu as participé à des CODIR. Tu comprenais pas grand-chose. J'étais membre du CODIR au début. En fait, c'est ça qui est assez génial chez Air France, c'est que quand on est responsable communication, on fait partie du CODIR. Ok. Systématiquement. Donc ça, c'était fantastique. Surtout, moi, j'avais 28, 29 ans. Ah oui, donc, super jeune pour faire partie. C'était top. Et effectivement, quand j'ai assisté, je pense, à mes 3-4 premiers CODIR, donc un par semaine, je ressortais mais complètement dépité car je ne comprenais strictement rien. Il y a un langage spécial au fret qu'il n'y a pas. En tout cas, ce n'est pas le même. Hein. Alors, on connaît les PAX dans la partie bien sûr. passager. Eh bien, dans le fret, on parlait de LTA, on parlait d'écor, on parlait de BOP. On parlait de tas de choses comme ça. Voilà. Un langage un peu différent de ce que tu connaissais. Voilà, de gerber les palettes, etc. D'accord. Et moi, j'étais là, et à chaque fois, je demandais. En plus, c'était des gens qui étaient un peu, plus âgés, avec plus de oui. Et je disais, mais ça veut dire quoi, etc. Et comme j'arrêtais pas de poser des questions, je me suis dit, ils vont me prendre pour un nul. Voilà. Oui, et en fait, ils se marraient tous parce qu'ils ont tous eu le même problème quand ils sont arrivés au début. Et comment tu as réussi justement à prendre de la maturité dans ce domaine alors que tu connaissais pas grand-chose au début? D'abord parce qu'il y avait beaucoup de bienveillance de la part des équipes. Hein. Et puis, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé interroger tout le monde en demandant « Et toi, tu fais quoi? Explique-moi. » Donc de l'audace, quoi. Oui, et puis pour connaître aussi les gens, puisque la communication, c'est de connaître, mais c'est aussi de transmettre ce qu'ils font. Donc, si tu ne vas pas voir les gens pour comprendre ce qu'ils font et finalement l'apport qu'ils ont à l'intérieur de l'entreprise, tu ne peux pas être source de communication en disant tiens, j'ai appris qu'on faisait ça, ça vaudrait le coup qu'on en parle, et donc mettre en avant ce que font les autres. D'accord. Et au niveau du fret, nous, en tant que clients extérieurs, on n'entend pas beaucoup parler parce que on n'est pas vraiment le public visé. Non. Donc, est-ce que tu faisais de la communication externe là-bas? Comment ça se passe? Parce que j'imagine que c'est bien différent de la partie ligne avec les passagers, etc.
Dis-nous, raconte-nous un petit peu. En fait, la communication au fret, c'est quelque chose de différent. Alors d'abord, il y a une grosse communication interne, Ouais. évidemment. Et puis, il y a dans la communication externe surtout du B2B. Ok. Donc, on parle en fait à des professionnels du fret qui viennent pour mettre des palettes à bord, qui eux-mêmes ont des clients, donc ce sont des intermédiaires. Et puis la presse. On parlait à la presse qui était spécialisée dans le transport, spécialisée dans le fret, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose un petit peu particulier. Oui. Et pas mal de presse étrangère, du coup. Ok, d'accord. Donc, tu travaillais pas mal en anglais, du coup. Ouais. Ok, super. Ouais. Et le fret, c'est quelque chose d'étonnant parce qu'en fait, on ne le sait pas. Moi, je l'ai appris sur place, mais on transporte. Ce qu'on transporte dans les soutes, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu as vu alors, les plus insolites? Alors, le plus insolite, qui n'est pas forcément le plus glorieux, c'est le transport de poussins. Ah, d'accord. On transportait à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore, mais on transportait à l'époque des cargaisons entières de poussins de 1-2 jours qui éclosaient à un endroit et qu'on envoyait à l'autre bout du monde directement. Et il fallait surtout que ça se fasse dans les 3-4 jours parce qu'on ne nourrissait pas les poussins. Et ils pouvaient tenir 3-4 jours. Et ça permettait le transport et éviter évidemment que s'ils se mettent à manger, dans ce cas-là, après, quand vous avez plein de poussins, vous imaginez ce que ça peut donner. J'imagine que justement, ce n'est pas quelques poussins quand on en transporte. Non, c'était des palettes. C'était des palettes. Et comment on transporte des poussins, justement? Par palette. Et puis, il y avait un certain nombre de... C'est dans des boîtes. Et il y a un certain nombre de boîtes qu'on peut mettre parce qu'après, il y a un écrasement possible. Donc, voilà. D'accord. Et tout ça a été très surveillé. J'ai vu aussi des transports de voitures, mais de voitures de luxe. Ok. À une époque, il y a eu la Jamais Contente, qui est une voiture incroyable. Qui a voyagé, tu regarderas sur Internet, la Jamais Contente. Ok. Et qui a voyagé pour aller faire une exposition à l'autre bout de la Terre. Alors évidemment, voiture unique, etc. Et d'ailleurs, cette voiture, le seul exemplaire. Le seul exemplaire. Et cette voiture, je crois, a brûlé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Donc, elle n'existe plus. Et puis, il y a eu aussi une fois un transport très particulier et qui était la première fois que le cirque Zingaro partait à l'étranger pour, notamment, je crois, à New York, pour faire une représentation. Et là, on transportait l'ensemble des chevaux du cirque Zingaro. Ah oui, donc sur un avion cargo. Et là, il fallait faire très attention parce que ce sont des purs sang. Et puis les chevaux, il faut qu'ils voyagent dans le bien-être. Et il y avait tout un accompagnement. Il y avait les LAD qui étaient avec eux. Ils avaient de quoi manger. Il y avait également des vétérinaires qui étaient présents. Et ça doit être des plans de préparation énormes. Énorme. Alors moi, j'ai pas préparé le plan en soi, mais j'ai véritablement participé en revanche à toute la partie communication derrière. D'accord. Et qu'est-ce qui est de transporter en général le plus commun? Le plus commun, c'est ce que vous achetez. Ça peut être des téléphones, ça peut être des fruits, des légumes, quand il y a besoin d'un transport très rapide. Et puis sinon, c'est du fret banal. Enfin, je veux dire, après, c'est du fret quand même à un peu haute valeur ajoutée. Ok. Et là, on parle du fret qui sont uniquement dans les avions cargo, pardon, non. Ou aussi le fret qui est sous les passagers, donc sous nos pieds quand on prend l'avion. Alors, ce que tes auditeurs ne savent peut-être pas, c'est qu'en fait, il y a des avions cargo, bien sûr. Il y en a moins chez Air France maintenant. Avant, à l'époque, quand j'y étais, c'était les 747 et il y en avait 7. Je crois qu'il n'y en a plus que 1 ou 2. Je ne vais pas dire de bêtises. Et tout le reste, maintenant, se fait dans les soutes des avions passagers. D'accord, c'est peut-être plus rentable. Exactement. Et c'est ce qui rend rentable, en fait, certaines lignes où on ne l'aurait pas ouvert, on ne la maintiendrait pas si on n'avait pas le fret qui permet de soutenir économiquement la ligne parce que le transport de passagers ne serait pas suffisant pour pouvoir la garder. Ah oui, effectivement, moi je travaillais dans une compagnie auparavant. Je ne vais pas la citer, mais une de mes anciennes compagnies, on nous disait justement qu'ils gardaient une ligne, qu'ils n'allaient peut-être pas garder une ligne justement parce que certes, il y avait des passagers, mais au niveau du cargo, ça ne se passait pas très bien. Toutes les autres entreprises avaient le contrat pour transporter le cargo. Et donc, ils allaient peut-être fermer cette ligne. Donc, il y a une vraie importance en fait, au niveau du fret. Mais le fret contribue réellement pour beaucoup. Alors, le pourcentage, je ne peux pas te le donner parce qu'il a certainement évolué.
mais il contribue d'une manière très significative à la rentabilité d'une ligne, oui, bien sûr. Ok, d'accord. Et par exemple, si moi je suis une entreprise à l'époque, je venais vous voir dans la dimension cargo et je vous dis, bon, j'ai besoin d'envoyer à New York 5 palettes de, je sais pas, de chaussettes par exemple. Combien de temps ça peut prendre? J'espère que c'est des chaussettes de luxe, hein, parce que ça coûte un peu cher de l'envoyer par avion. D'accord, bon, bah, des chaussettes de luxe alors. Combien de temps? Oh, je veux le faire le plus rapidement possible. En combien de temps vous pouvez m'envoyer mes chaussettes à Alors, New tu ne York? peux pas le faire en direct. Tu Ok. es obligé de passer par un transitaire. Et c'est le transitaire qui va négocier et qui va dire OK, je prends les palettes et qui va appeler l'ensemble des compagnies aériennes pour pouvoir le D'accord. positionner. Alors, soit le transitaire a la place parce que c'est des choses il achète en fait à l'avance. Des très gros transitaires peuvent acheter de l'espace à l'avance. Soit effectivement, il va dire bon, bah, j'ai une palette de plus, qui peut le prendre? Et évidemment, il va vérifier aussi le tarif, puisque c'est le tarif, le coût à la tonne transportée. D'accord, donc les clients ne venaient jamais directement voir Air France. Non. C'était par un intermédiaire qui C'est une choisissait obligation. lui. Parce qu'il y a D'accord. tellement de papiers de dédouanement, etc., puisque derrière, ça part à l'international. Ouais, j'imagine, Je parle ouais. Alors, les seuls moments où on peut éventuellement avoir des clients, c'est quand ils veulent envoyer, par exemple, un animal de compagnie en soute, parce qu'il est trop gros pour être à bord. D'accord. Donc c'est des cas vraiment Ou, spéciaux. mais c'est quoi. des cas très, très, très spéciaux. D'accord. Ok. Et c'est pas considéré vraiment comme du fret, du coup. Enfin, c'est du fret, mais il est dans une soute Ouais. régulée, etc. Ok. J'ai vu aussi que tu as géré pour Air France le passage à l'an 2000 et le passage à l'euro surtout. Ouais. Comment ça s'est passé justement? Parce qu'on parle quand même de changer de monnaie. J'imagine que ça doit être un casse-tête pour une entreprise. Comment ça s'est passé? Alors, c'était un gros projet. Alors là, je parle du passage à l'euro. Hein. Ouais. C'était un gros projet parce que personne ne savait où on allait. Je veux dire, on arrive, on vous dit, ben voilà, on va avoir une nouvelle monnaie. Et en plus, ce qui était compliqué, c'est que ça se faisait en 2 phases. Moi, j'ai fait que la première phase, qui était en fait simplement une partie comptable. Et donc, il fallait raisonner avec des tarifs en euros, alors que le grand public était encore en francs. Encore en francs, ouais. Donc, il a fallu faire une grosse campagne de compréhension. Donc, j'étais sur la partie communication, communication et formation du projet, venant de la communication. Donc, c'était un petit peu logique. Forcément. Et il a fallu travailler donc avec des personnes pour monter des formations, pour monter des modules de sensibilisation. Et on était essentiellement, dans un premier temps, dans ce cadre-là, auprès des personnels frontline qui allaient être confrontés forcément à des questions de la part de clients. Donc il y avait à la fois le personnel interne, mais beaucoup finance, support, qui eux allaient être confrontés à ça. Et puis, pour les autres, savoir en parler. D'accord, ça s'est bien passé globalement? Comment vous avez ressenti, vous, ce passage? Alors oui, ça s'est bien passé, d'abord parce qu'on avait le temps. On a eu le temps de se mettre suffisamment longtemps à l'avance pour pouvoir préparer tout ça. Et puis, après, la communication, ce n'est que, enfin, pour ma partie, ce n'est que d'accompagner ce qu'ont fait les autres. Donc, c'est ce qui permet finalement de mettre en lumière le travail des autres. Parce que moi, je n'ai pas travaillé sur le fond. J'ai travaillé sur la forme, j'ai travaillé sur l'accompagnement, j'ai travaillé sur aider pour les gens à comprendre. Mais si ça a vraiment marché, ce n'était pas moi. C'était bien les autres personnes du groupe qui, eux, sont rentrés vraiment dans le détail et qui ont mis les mains dans le cambouis. D'accord. Ok, donc globalement, ça s'est bien passé. Oui, globalement, ça s'est bien passé, même si on était tous pareils. C'est pas parce qu'on était soi-disant des spécialistes de l'euro qu'on se gourait pas en faisant nos conversions. Super. Et donc après, tu nous as dit que tu es passé à la communication des Amériques en général. Comment tu as eu cette opportunité et comment s'est passé ce transfert sur un autre poste? Alors après, plus exactement, juste après l'euro, comme c'était une période où on allait avoir un petit trou entre le moment de 6-8 mois, entre le moment où donc, on avait mis en place la partie comptable en euros, mais pas encore les billets, on va dire, payés en euros par les clients. Moi, je pensais que j'allais être un petit peu cool. Et j'étais encore en vacances, et là, j'ai ma patronne qui m'appelle et qui me dit, au fait, Thomas, tu rentres lundi? Ouais, je rentre lundi. Ok, écoute, en fait, tu rentres pas sur le projet euro, tu vas rentrer sur le projet passage à l'an 2000. D'accord.
Je fais ah, d'accord, ok. Alors j'étais un peu gêné parce qu'il se trouve que la personne qui s'occupait, donc le chef de projet en 2000, était venu me démarcher 2 mois avant en me disant tu voudrais pas bosser pour l'an 2000, c'est un peu compliqué, on a besoin de quelqu'un comme toi qui était dans les projets, qui connaît la communication, et puis de nous accompagner là-dessus. Et je lui dis ouais, mais moi je me suis engagé sur l'euro, donc je peux pas partir comme ça du jour au lendemain. Et puis et je lui ai dit, même si le projet est hyper intéressant, ce que tu m'offres en gros comme travail, c'est de travailler avec toi pendant 7 mois, et après so what. Oui. Voilà, donc j'ai décliné. D'accord. Et en fait, je crois qu'il est retourné par différents canaux et s'est remonté au niveau du DG. Et c'est le DG qui a tranché et qui a dit à ma chef, lui, il ira là-bas. Et donc, c'est comme ça que je suis parti à l'euro. Donc, il te voulait vraiment là-bas, en fait. Je pense que c'est pas que c'était moi particulièrement, c'est qu'il se trouve que j'étais... d'abord, je connaissais effectivement la méthode de communication auprès du projet. Et puis, il se trouve que j'étais là, j'allais rentrer dans une période où ça allait être plus simple pour moi, enfin plus calme. Donc, ça aurait été quelqu'un d'autre, ils auraient pris quelqu'un d'autre. Je ne pense pas avoir été à ce point au top pour qu'on dise c'est lui et personne d'autre. Non, je n'y crois pas. Et concrètement, qu'est-ce que ça implique de passer justement à l'an 2000 ? Qu'est-ce que ça a changé pour Air France ? Alors, je me suis retrouvé un petit peu dans le cas du fret. D'accord. Où on m'a... Alors déjà, avec un temps très très réduit, puisqu'on m'a dit, il faut qu'on fasse toute notre com dans les 7 mois qui suivent, parce qu'après, le 31 décembre, on ne peut pas repousser la date, c'est comme ça. C'est sûr. Et je suis arrivé sur le projet donc très 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 tard. Et la difficulté, ça a été d'abord de comprendre les raisons de la difficulté des problématiques, et de bosser avec des informaticiens. D'accord. Qui ont la propension à expliquer les choses, qui sont certainement très compréhensibles de leur part, mais totalement incompréhensibles. Oui, ils ont un langage bien à eux. De la part du Pékin moyen, quoi. Donc, il a fallu que je comprenne déjà les tenants et aboutissants. En fait, ce que j'ai compris, c'est que les ordinateurs, quand ils ont été créés, avaient une horloge interne et qu'on n'avait que, pour les années, que deux chiffres. Donc, quand on arrivait à 99, donc il n'y avait pas 1999 pour l'ordinateur, on était en 99. Et quand on passait à 00, on passait en 1900. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, petit problème avec retour en arrière, comprenant plus comment on fait. Et en plus, avec tout le décalage, évidemment, ce n'était pas la bonne année pour entre les jours, etc. Et donc, il fallait revoir l'ensemble des lignes de code par rapport à ça. Ah oui. Donc, hyper impactant. Moi, je suis né en 2000, donc je n'ai pas connu tout ce passage. Mais tu ne rajeunis pas alors en disant ça. Ça doit être un casse-tête pour une entreprise parce que c'est tous les logiciels d'entreprise qui sont la peur, impliqués. c'était que tout s'arrête. Ouais. La peur, c'est que du jour au lendemain, on puisse plus faire l'embarquement des passagers. La peur, c'est que du jour au lendemain, l'ensemble des plannings des PNC soit complètement déconnant. Etc. Donc, c'est pour ça que tout s'est plutôt bien passé dans le passage à l'an 2000, mais objectivement, il n'y aurait pas eu... Alors, à la fin, c'était assez facile de dire, finalement, il ne s'est rien passé, donc on a fait un peu trop de foin sur le sujet. Honnêtement, on n'aurait pas bossé dessus, ça aurait été la catastrophe. Et donc, je suis arrivé sur le projet, et puis, il me dit, en revanche, en termes de communication, on n'a rien, quoi. Et j'ai dit, mais moi, je m'appelle juste Thomas Lejeune, je connais rien de de ce que vous faites. Bon, je vais apprendre. Et je n'ai aucune légitimité en tant que tel pour pouvoir proposer quelque chose. Donc, j'ai réfléchi et je lui ai dit, écoute, on est sur l'an 2000. À l'époque, c'était hyper au top. Enfin, c'était tout nouveau. On avait un peu l'ancêtre des emails qui s'appelait Lotus Notes. OK. Et j'ai dit, écoute, on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va lancer la première enquête interne de l'histoire sur Lotus Notes, donc sur un système interne pour récupérer des informations de la part des personnes, pour essayer de comprendre quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs peurs, et essayer de voir si on peut répondre à toutes les questions qu'ils se posent. Et c'était très intéressant parce que les personnes ont répondu de manière vraiment réelle. Et c'est là où on s'est rendu compte que chacun
dans son métier, n'avait pas de peur particulière. Donc, quand on interrogeait un pilote, par exemple, il disait non, mais moi, ça va. À bord, il y a très, très peu de data. À l'époque, il n'y avait pas autant d'ordinateurs à bord. Hein. Donc, je ne suis pas très inquiet, mais alors, au sol, ça va être un foutoir. Ils vont pas du tout, ça va coincer, donc on ne pourra pas décoller parce que ça sera le foutoir. Bon. Et puis, quand on était au sol, les gens disaient oh là là, oui, bon, ça peut être un peu le foutoir, mais on sait passer en mode manuel, donc ça sera un peu le foutoir. Mais ça va, mais alors en vol, ça va être l'enfer. Donc chacun avait une vision de l'autre. Donc chacun en fait se renvoyait la balle. Et ce qui fait qu'au début, moi, quand j'ai discuté avec mon chef, il me disait non, mais les gens sont pas inquiets. Je lui dis oui, mais qui te dit ça? C'est les patrons de chacune des entités qui me disent que ce n'est pas un sujet. Je lui dis c'est marrant, mais ça m'étonnerait quand même. Donc, et effectivement, les gens en interne, quand ils disaient est-ce que dans notre métier ça va être un problème, comme chacun disait a priori on va se débrouiller, ça devenait un non-sujet. Mais en fait, quand je leur ai posé la question, qui était la suivante, qui était est-ce que vous conseilleriez à vos proches de voler sur Air France entre le 15 décembre et le 15 janvier, donc 99-2000? Et la réponse était non à 80%. Ah oui, donc quand même, au fond... Donc en fait, tout le monde flippait, mais personne ne voulait le dire. Il faut garder la face quand même. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on a monté un plan de communication. J'ai fait une proposition de plan de communication suite à ça, en disant, vous voyez, là, du coup, on s'appuie sur du réel. Donc, même les grands patrons, les DGA, ils ne vont pas pouvoir dire, mais non, les pilotes, ils ne me disent pas ça. On va dire, oui, non, ils ne te disent pas ça, mais ils ont peur du reste. Donc, ça veut dire qu'ils ont peur. Et donc, il m'a dit, ouais, OK, et comment je présente ça? Alors, moi, je n'avais pas le droit à l'époque d'aller à cette réunion. Et je lui dis, surtout, s'il te plaît, tu présentes juste les résultats de l'enquête. Alors, évidemment, on avait choisi les moments, voilà. Et tu ne présentes pas le plan de communication. Il me dit, mais c'est pour ça que je suis là. Je dis, ouais, tu verras. Il était sympa, parce qu'il m'écoutait, j'étais jeune à l'époque. Hein. Et il me dit, OK. Et en fait, c'est passé ce que je souhaitais. C'est que chacun a dit, mais il faut faire quelque chose, là. Et là, il arrivait en disant, oui, voilà ce qu'on vous propose. Et donc, ce n'était plus nous qui proposions quelque chose, c'était eux qui étaient demandeurs qu'on trouve une solution. Ce qui fait que notre solution, ils avaient l'impression que c'était eux, en fait, qui avaient créé le plan de communication. Okay. C'était ça l'idée. Hein. Et qui se disent, ouais, on a mis en place plein de trucs, etc. Alors qu'en fait, on leur a apporté sur un piédestal, mais on aurait montré le plan de communication en entier d'un coup. Je pense qu'il y a une grosse partie qui aurait été mal comprise. Là, comme on est parti d'une problématique réelle et qu'ils se sont dit de cette problématique, il faut faire quelque chose, on apportait quelque part une solution. Et ce qui est quand même rassurant hein, quand on est DGA. Oui, j'imagine. Et 98% du plan de com est passé comme ça, y compris budgétairement. Super, super intéressant. Et donc, après tout ça, là, tu es passé et là, après tout ça, à la communication. Alors, on m'a dit, tu reviens à l'euro. Bon, OK. Au bout d'un moment, je me disais, ça faisait quand même pas mal de projets, etc. Et il se trouve que durant mes réunions, notamment sur l'euro, j'ai connu un monsieur qui était très haut placé et très proche de Jean-Cyril Spinetta, qui s'appelle Jean-Louis Pinson. Et Jean-Louis Pinson allait prendre la tête du CDL Amérique. Et il m'a proposé de poste, puisqu'on se connaissait. On avait en fait coup de chance. Hein. Là aussi, dans la carrière, il se passe des choses incroyables. Il se trouve que mon bureau était à l'étage où il était, et il était à une porte de là, et on discutait régulièrement. Donc forcément, ça rapproche. Mais en se croisant comme ça, quoi. Et donc, il me demande d'y aller, et il me dit, voilà, je souhaiterais que tu viennes sur le CDL Amérique. Est-ce que tu es d'accord? J'ai dit, mais moi, est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que le CDL? Ah, bien sûr. Alors, à cette époque-là, en fait, chez Air France, on avait séparé les différentes régions en centres de ligne. Et donc, on avait le CDL Amérique, le CDL Asie, le CDL Europe, le CDL France, le CDL Afrique, Moyen-Orient. Voilà. Okay. Et chacun des CDL était considéré comme un centre de coût et centre de profit. Et chacun des CDL avait donc ses équipes commerciales et les pilotes alors les pilotes un tout petit peu moins, mais les PNC étaient rattachés à un CDL et ne volaient que sur cette zone géographique-là. D'accord. Donc moi, si j'étais pas, par exemple, on dit demain je suis chez Air France sur le long courrier, à l'époque là, j'aurais été rattaché à tu vas être rattaché par exemple à la zone Asie et tu feras
essentiellement la zone De Asie. l'Asie. Ok, d'accord. Voilà, ce qui n'est plus le cas Ce maintenant. qui n'est plus le cas maintenant. Et donc c'était génial parce que c'était et les hôtesses Stu étaient rattachées hiérarchiquement auprès du CDL. D'accord. Donc c'était très intéressant. Et j'ai dit à Jean-Louis Pinson, mais Jean-Louis, bien sûr, j'adorerais y aller, mais je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. Il me dit, pourquoi ? Je dis, parce qu'à un moment donné, j'avais envie de passer ailleurs hein, et j'avais une bonne touche pour aller notamment au marketing. Et quand je suis allé proposer, à demander si je pouvais partir, on m'a dit non. Alors il me dit, ouais, j'en fais mon affaire, etc. Et puis il en faisait tellement son affaire que ça traînait. Et moi, j'avais vraiment envie d'y aller, quoi. Ouais. Et à un moment donné, Jean-Louis Pinson, je vais le voir, je lui dis, écoutez, Jean-Louis, on en est où, etc. Il me dit, oui, c'est qui coince un peu. Mais bon, t'inquiète pas, ça y est, c'est réglé. Et puis je sentais que c'était pas si réglé que ça. Donc j'ai passé, je te promets, je pense, des heures dans mon bureau à cogiter en me disant comment je vais aller, je vais demander un rendez-vous et comment je vais faire pour que ça passe. Voilà, tout simplement. Et j'avais la colonne pour, la colonne contre, et j'avais carrément fait mon truc avec mon paperboard, cassage de tête total. Voilà. Et finalement, je suis arrivé avec une technique qui a marché. J'y suis allé au culot, et donc j'arrive, il m'ouvre la porte, il me salue, je lui serre la main et je lui dis, monsieur, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté que je parte au CDL Amérique. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, qui vous a dit ça ? Et là, je me suis dit, waouh, c'est mal barré. Donc, heureusement que je m'étais préparé. Ouais. Et je lui ai dit, monsieur, si je suis là, c'est parce que j'ai envie d'y aller, je vais vous expliquer pourquoi. Ce poste-là, c'est le poste rêvé de tout communicant dans l'entreprise. Okay. C'est le poste, on ne peut pas avoir mieux. Enfin, en tout cas, aux yeux de tous les communicants qui étaient dans le réseau, ça fait partie des postes rêvés, quoi. Donc, vous êtes en train de me bloquer pour l'évolution de ma carrière sur un poste que je ne peux pas refuser. Je ne veux pas partir parce que je considère que ce que je fais n'est pas intéressant. Mais je souhaite partir tout simplement parce que c'est une opportunité incroyable que je n'aurai plus jamais dans ma carrière. Oui, c'est sûr. Et là, à la fin, il m'a dit, bon, ok, vous pouvez partir, mais une condition, vous trouvez votre remplaçant. Ah d'accord, donc tu as quand même dû... donc j'ai cravaché, j'ai trouvé... Après, la première personne qui arrivait était forcément la bonne. Mais bon, on a quand même mis quelqu'un de très bien. Et ça s'est bien passé. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à le faire. Ça vaut le coup, ouais. Ok. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu faisais là-bas une fois que tu es devenu justement responsable de la CDL Communication, CDL Amérique, ouais. Ouais, Amérique. Alors là, c'était une époque incroyable. D'abord parce qu'on était dans cette dynamique de croissance énorme. On était quasiment à des croissances à 2 chiffres sur les États-Unis. On rajoutait des lignes, on rajoutait des vols. Avant, on avait certaines destinations où il n'y avait que 3 vols par semaine. On passait à 7 vols. Une pleine croissance, quoi. Une croissance incroyable. Donc ouverture, ça, c'était fantastique. Et puis derrière, j'avais la com interne avec l'ensemble du personnel du CDL Amérique où il fallait faire expliquer où on en était, pourquoi, etc., les grandes stratégies, développer tout ça. Et puis les PNC. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce que c'est une population très particulière, les PNC. Tu es PNC. Des aliens. Non, c'est pas ça. C'est que ce sont des gens qui sont hyper attachés à leur entreprise et qui ont la particularité d'y passer le moins de temps possible. Ouais. Parce qu'ils sont dans les avions et ils ne connaissent que cette partie-là. Et comment est-ce qu'on les accroche au moment où ils reviennent pour quand même, alors qu'ils sont crevés, je veux dire, je sais, c'est très fatigant le métier de PNC, arriver à les accrocher pour que quand même ils aient une vie un peu sociale au sein de l'entreprise. Parce que l'idée, c'est j'arrive, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et de me reposer. Forcément. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une population très particulière, c'est qu'elle est nomade, elle n'est pas présente. Vous pouviez peut-être sentir à l'époque pas un détachement, mais une sorte de séparation en quelque sorte. C'était pas un détachement, c'était un décalage. Un décalage, ouais, c'est le bon mot. Voilà, c'était un décalage entre ce que eux perçoivent de l'entreprise et la réalité qu'avait l'entreprise. D'accord. Voilà. Et derrière, donc c'était passionnant. En plus, j'ai pu voyager beaucoup. J'imagine.
Donc, quels ont été les grands moments que tu as dû gérer? Alors les grands moments, il y en a eu plein, il y en a eu plein. Il y a eu des moments très joyeux, des moments horribles. On va dire moment horrible. Tu veux un moment horrible d'abord? Ouais. Ah ouais, d'accord, tu commences fort. Le moment horrible, c'est bien sûr le crash du Concorde. D'accord. Et pour la petite histoire, et c'est là où moi je me suis rendu compte que l'information était en train de changer de camp, ça a été J'étais dans mon bureau à Roissy, d'accord, près des pistes. Alors j'avais pas vu sur les pistes, hein, mais j'étais dans mon bureau à Roissy, et je reçois un coup de fil d'Air France New York, un de mes correspondants d'Air France New York. Bonjour Thomas, ça va? Est-ce que c'est vrai que le Concorde s'est crashé? Je fais, mais comment ça, le Concorde s'est crashé? Mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? Non. Ça sort de nulle part. J'ai dit, si, on a parlé la veille de criques, parce qu'il y avait des mini-fissures sur le Concorde, on se posait la question, etc. Ça s'appelle des criques. Donc j'ai dit, non, tu as confondu cric et crash. Et là, la personne m'a dit, non, c'est confirmé, je te laisse, bling. Oh là là. Et là, je sors de mon bureau, et là, je vois tout le monde qui avait été prévenu à droite, à gauche, et qui dit, le Concorde s'est crashé. Et donc moi, je l'ai su, alors que ça s'est passé à 1 kilomètre de mon bureau. Je l'ai su par New York. Ah oui, quand même. Et j'avais pas pensé à ça, mais oui. Donc c'est eux qui t'ont informé alors que ils étaient bien plus loin que toi. Et en fait, c'est parce qu'il y avait une personne qui avait filmé c'est les images qu'on connaît. Hein. Ouais. On voit l'avion qui décolle avec la flamme derrière, et ça avait été repris tout de suite par CNN, etc. Et donc c'est comme ça qu'ils l'ont su, avant que moi, qui étais dans le CDL, qui s'occupe du Concorde, quoi, soit au courant. Mais comment on gère du coup une gestion de crise, parce que je pense que c'est ça, hein, quand il y a un crash. Comment on gère, parce que c'est quand même c'est des choses qui sont relayées dans le monde entier, ça passe à la télé, etc. On doit un peu paniquer, non, quand on est responsable un peu de la communication, qu'est-ce que je vais dire, Oui et non. Alors oui, parce que forcément déjà on est tellement choqué. Et puis le Concorde, c'était le joyau, c'était l'avion mythique. C'était l'élite. Je me souviens, nous, c'est une petite anecdote que je t'ai racontée à bord. Le Concorde décollait systématiquement à 11h15 pétante. Il n'y avait jamais une minute de retard. Ou alors c'était parce qu'il s'était passé vraiment quelque chose d'important. Et donc on était rythmé, parce que le Concorde, quand il décollait, on l'entendait beaucoup. Il était très très bruyant comme avion, et nous on savait, tiens, il est 11h15. On ne regardait même pas notre montre. Voilà. Et cet avion qui était réglé comme un coucou, qui n'avait jamais eu d'une fiabilité incroyable, qui puisse se crasher, déjà, c'était quelque chose d'inimaginable. Ça a été la première chose. Le deuxième chose, c'est que, heureusement, chez Air France, on est structuré, on a aussi une communication centrale. Et la communication centrale a d'abord commencé à prendre en main les choses. D'accord. Moi, je faisais plutôt un relais entre la communication centrale et la délégation qui était à New York et qui, elle, était directement confrontée au problème. Et à un moment donné, je me souviens très bien, le délégué régional, qui s'appelait Christopher Korenke, qui est un Allemand qui a quitté Air France après, etc., m'a appelé un jour, m'a appelé ce jour-là, il me dit, Thomas, là je suis dans mon bureau, j'ai 80 journalistes qui m'attendent en pas, je fais quoi? Bonne question. Bonne question. Et là, j'ai dit, écoute, on va aller voir, et on a monté une réunion avec la com centrale pour voir qu'est-ce qu'on était capable de dire, pas dire, etc. Et en fait, au début, il faut essentiellement parler d'abord des victimes, ça paraît logique, et de tout le respect qu'on a et l'émotion qu'on a par rapport à ça. Ouais. Et après, on lui a dit, tu ne donnes que des choses hyper factuelles. L'âge de l'avion, le nombre de personnes qui étaient à bord, l'endroit où il s'est crashé. Ce que vous savez de toute façon. Ce qu'on sait de toute façon. Mais en faisant très attention de rester là-dessus, parce qu'après, ce qui est très compliqué, alors moi, c'était cool, si je puis dire, parce que c'est pas moi qui étais devant les journalistes. Ouais. Mais lui, il pouvait avoir une pression aussi avec plein de questions qui allaient au-delà. Et à chaque fois, c'est de rester, etc., voilà. Ouais. Et c'était de rester dans la stratégie qu'on avait évoquée. Donc, c'était très, 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 très compliqué à ce moment-là. Et j'ai énormément appris. J'imagine que des événements comme ça, on apprend pas mal. Je pense qu'on s'en est bien débrouillé, puisque la tragédie du Concorde a été
prise par des médias et par tous les gens qui s'occupent de communication de crise comme étant une communication qui a été particulièrement réussie. D'accord. Ah, génial. Ça veut dire que vous avez bien, que vous avez bien géré tout simplement. Ouais. Alors avec une chance, soyons Laquelle? clairs, c'est que c'était le Concorde Oui. et que c'était plus associé au Concorde qu'à Air France. Qu'Air France à la marque. Donc c'était le directement. crash du Concorde, c'était pas le crash d'un avion d'Air France. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent, on dit le crash de la Malaysia par exemple, on donne les numéros de vol, etc. Alors que là, pour le crash du Concorde, on dit le crash du Concorde et pas le AF avec son numéro de vol. Parce que le C'est Concorde vrai. nous dépassait. C'était un avion mythique et ça dépassait. Et ça nous a beaucoup aidé parce qu'on parlait que de l'avion en lui-même et moins de la compagnie. ouais. Alors on en parlait évidemment, mais c'était quand même plus... c'est ce qui nous a un petit peu facilité la tâche. Je dis pas facilité dans le sens c'était facile, c'était très très Ouais. compliqué. Mais ça nous a aidé, voilà. Ok. Et d'ailleurs, tu nous as ramené un petit morceau. Exactement, du j'ai Concorde ramené une ailette du qui est Concorde derrière. qui est derrière du moteur, puisque j'ai eu la chance après, comme je m'étais occupé de tout ça, après le Concorde a revolé. Ouais. Et toi, tu as eu la Quelques chance de années voler dessus? J'ai eu la chance de voler dessus, oui, absolument. C'était Je l'ai comment? pris 3 fois. 3 fois, ah ouais. Ouais, j'ai cette chance-là. Je suis jaloux. Tu Je te peux, le dis. tu peux. Et moi-même, je sais la chance que j'ai. En fait, c'était toujours dans le cadre du boulot et je l'ai pris une première fois pour aller travailler à New York. Et les 2 autres fois, c'était le dernier vol officiel du Concorde. On D'accord. disait avec des personnes dedans qui étaient toutes invitées. Ok, donc tu as fait le dernier vol officiel du Concorde. Voilà. Après, il y a eu d'autres vols qui étaient des vols de convoyage. Oui, Mais le dernier vol officiel, j'étais dedans. Ouais. super. Et C'était comment alors Et c'était un Concorde remerciement parce que je me suis, en tant que responsable de la communication du CLL Amérique, c'est moi qui ai organisé, clairement, toute la cérémonie d'adieu du personnel au Concorde. D'accord. Ok. Et juste là, sur l'aspect voyage dans le Concorde, c'était comment le Concorde? Parce que nous, on connaît maintenant les grands avions de ligne, etc. Mais le Concorde, on voit bien qu'il est tout fin. Comment c'était? Ça devait être assez particulier, un avion en plus qui dépasse le mur du son. Donc, comment... Alors oui, quels sont qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans le Concorde? qu'est-ce que c'est petit? Ouais. Les sièges sont minuscules. Même un siège de train aujourd'hui est plus large que le siège du Concorde. D'accord. Donc on était honnêtement très mal installés. Ok, mais c'est pas grave, c'est le Mais Concorde. c'est pas grave, c'était le Concorde. Ouais. Voilà. Et puis, il y avait la magie autour de ça, avec un service incroyable où les gens étaient habillés en blanc. Il y avait des gants. Et ils étaient, alors quand on voit le galet arrière, hein, donc les petites cuisines arrière dans lesquelles ils préparaient les plats à l'assiette. On sait pas comment, honnêtement, on ne sait pas comment ils faisaient. C'était très très exigu, mais tout le monde était tellement Fasciné. Oui, et puis fier de travailler pour le Concorde. Je veux dire, quand on est PNC ou PNT, donc hôtesse ou pilote, le Concorde, c'était le top de la carrière, quoi. On peut pas aller mieux. C'était l'élite. C'était l'élite. C'était absolument l'élite. Et donc une volonté de bien faire, de service incroyable. Et puis comme sensation, je vais t'en donner plusieurs. La première, c'est au décollage, parce que c'est un avion de chasse. Et aujourd'hui, on sait que les avions, quand ils décollent un peu doucement comme ça. Le Concorde, lui, quand il décolle comme ça. Donc en fait, on est braqué directement. On est complètement braqué, il se cabre, et on est dans le siège, mais vraiment dans le siège, quoi. On est bien calé, quoi. On peut plus bouger. On peut plus bouger presque. Et là, on se dit waouh, incroyable. Et on m'avait dit aussi au roulage, bon, comme j'étais pas non plus dans l'élite d'Air France, j'étais dans la deuxième cabine, parce que ce qui était très chic, c'était dans la première. C'est le même service partout, mais c'est toujours pareil. Hein, le 1A, c'est toujours beaucoup mieux que forcément. Le 37B. Enfin bon, bref. Et on m'avait dit, mais tu verras, au décollage, cet avion est tellement incroyable parce qu'il est fait pour... il s'étirait d'un certain nombre de centimètres quand il est en vol avec la chaleur. Donc, il est tout mou. Cet avion est mou. Et on m'avait dit, regarde bien l'allée centrale au moment du décollage, tu vas voir, elle fait des vagues. Intéressant. Et effectivement, quand l'avion est sur la piste et qu'il met le plein gaz, eh ben on voit des vagues, on voit vraiment l'allée centrale qui ondule. D'accord, ok. On m'a dit, t'inquiète pas, c'est normal, quoi. C'est normal. Non, on m'a dit que c'était normal, donc tout va bien.
Voilà. Et puis, autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est à la fin du vol, il fait une chaleur à crever. Ah ouais. Alors, le passage, évidemment, du mur du son, on vous dit juste, voilà, vous avez passé le mur du son, mais on ne l'a forcément pas entendu, on n'a rien senti, nous. Donc, bon, nice to know. C'est derrière. Mais c'est derrière, voilà, depuis un moment d'ailleurs. Et non, une des choses qui, moi, m'a vraiment impressionné, c'est que les hublots sont chauds à cause du frottement. Tous les avions de ligne, quand tu mets la main, c'est frais. Là, c'était chaud. Et près des portes, mais il faisait 40 degrés. Okay. À l'arrivée, on avait envie de dire, bon, faut qu'on arrive parce que ça commence à chauffer, quoi. Il devait y avoir un système quand même assez chargé de climatisation, et de renouvellement d'air, mais qui n'était pas suffisant avec le frottement, oui, bien sûr. Ah oui. Et l'atterrissage, comment ça se passe? Et l'atterrissage, pareil, il atterrit comme un avion de chasse. Donc, un avion, normalement, il atterrit tranquillement et puis vous atterrissez à peu près droit. Enfin, il a la roue avant un tout petit peu levée, puis après, là, la roue avant, elle est vraiment très levée. Et donc, il atterrit comme on imagine un avion de chasse. Donc là, pareil, à l'atterrissage, d'habitude, on n'est pas coincé sur son fauteuil. Là, on l'est. D'accord. Et ça fait quoi d'être à Paris et 3 heures, un peu plus de 3 heures après, être à New York? Fantastique. Ouais, j'imagine. Fantastique. Mais l'idée, c'était la machine à remonter le temps. On parlait du Concorde en disant c'est la machine à remonter le temps. Et c'était en gros, vous partez de Paris à 11h et vous allez prendre votre petit déjeuner à New York. Ça, c'est génial, ça. Alors, ah oui, avec le décalage fallait pas trop horaire compter le temps, fallait le prendre à l'aéroport pour pas être trop tard, mais à l'arrivée. Mais le Concorde était fantastique dans ce sens-là. En revanche, pas beaucoup d'intérêt dans le sens retour, parce qu'avec le décalage horaire, on partait et on perdait en fait la journée complète. Puisqu'on partait vers 13h, je crois, il arrivait à 11h, il arrivait à 10h du matin, ou il repartait peut-être vers je ne sais plus quelle heure. Et donc, il avait 3h45 de vol, plus les 6 heures de décalage horaire. Forcément, tu arrives à la fin de la journée. Donc, tu as perdu ta journée, en fait, en n'ayant été dans l'avion que très peu de temps. Donc, c'est ce que j'ai appris aussi, le top du top, qu'on avait, le plus beau produit qu'avait Air France à l'époque, c'était l'aller en Concorde et le retour de nuit en première classe. D'accord, sur un autre avion. Sur un avion, un 747, un 777, par exemple. Super. Ok, écoute, merci. On n'aura pas le temps, malheureusement, d'entendre d'autres anecdotes. Pas de problème. On doit libérer le studio. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Pourquoi pas un jour une partie 2 avec d'autres anecdotes. Mais très volontiers. Mais en tout cas, c'était très intéressant. En plus, tu as eu une belle carrière. Tu as géré plusieurs aspects, que ce soit le fret, au niveau des passagers, de la ligne, etc. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Donc, merci Thomas d'avoir pris de ton temps. Rapidement, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors maintenant, j'ai créé ma société. J'accompagne les entreprises en management des processus et de l'application en fait de la stratégie de tout en haut jusqu'en bas de la pyramide. Super. Et puis, je suis également co-gérant d'une entreprise qui s'appelle Concordance et qui est basée sur l'idée que l'excellence relationnelle à l'intérieur d'une entreprise, c'est quelque chose de vital parce qu'on peut avoir une entreprise qui est hyper bien structurée d'un côté. Et si les gens se tapent sur la tronche tout le temps, ça ne marchera pas. Donc, la cohésion des deux fait qu'on fait décoller l'entreprise et c'est pour ça que j'ai ces deux volets et qui sont en fait très complémentaires. Super, on mettra ton contact dans la description si ça intéresse des gens. Volontiers. C'est avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi.